Salut à tous les amis, vous êtes bien de retour sur un nouvel épisode de Old Fashion, notre format court qui revient sur les histoires du monde du foot. Aujourd'hui on est avec notre ami Bilal qui a décidé de se replonger dans une époque sombre de notre histoire, celle de la guerre d'Algérie. C'est bien ça? C'est bien ça, mon cher Zach. Alors je crois que tu veux nous parler d'une équipe qui a représenté le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, le parti qui a milité pour l'indépendance pendant la guerre d'Algérie. Je voulais parler aujourd'hui d'une équipe qui a marqué l'histoire à sa façon. La relation entre l'Algérie et la France est tumultueuse et recèle de nombreuses histoires. Cette équipe du FLN, composée de joueurs d'origine algérienne ou nés en Algérie, qui évoluent en France, pour certains même en équipe de France, et qui vont quitter le pays et leurs clubs respectifs comme des fugitifs en 58, en plein milieu de la guerre d'Algérie. Tu imagines bien qu'à l'époque, cette décision crée un boom médiatique et choque l'opinion publique. Cette équipe parcourra le monde entier pour défendre une cause, celle de l'Algérie indépendante. Et pour comprendre tout ça, je pense qu'il est important de revenir sur le contexte de la vie des Algériens lors de la guerre, mais surtout sur la vie de ces footballeurs. Dès les années 1930, et plus particulièrement à partir de la création du championnat de France professionnel en 1932, les migrants sportifs, notamment algériens, vont augmenter considérablement. En parallèle, on note aussi l'arrivée de travailleurs immigrés et l'augmentation du nombre d'étudiants algériens qui va amener certains d'entre eux à pratiquer le football en parallèle de leurs études. Certains finissent même par être intégrés en équipe de France, mais l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale va calmer cet élan, qui repartira de plus belle lors de l'après-guerre, voyant des Algériens bénéficier d'un nouveau statut et d'une liberté de circulation vers la métropole. Ainsi, entre 1944 et 1953, 28 joueurs algériens débuteront en première et seconde division française. Mais du coup, est-ce que tu peux aussi me dire dans quelles conditions vivent ces joueurs? Eh bien, ces Algériens évoluant en France sont bien traités, voire très bien, par leurs présidents et coachs. Ils gagnent bien leur vie, les clubs leur louent de beaux logements, ils peuvent s'acheter ce qu'ils souhaitent. Un quotidien qui n'a rien à voir avec celui juste à côté d'eux, des travailleurs immigrés algériens qui vivent souvent dans des conditions difficiles. Et des conditions qui n'ont encore rien à voir avec celles de l'Algérie française où en 1955, on peut noter que le revenu brut de l'Européen est 28 fois supérieur à celui du musulman, où seulement 15% des enfants musulmans sont scolarisés, où la quasi-totalité des moyens de production sont aux mains du colon, mais surtout dans une absence d'égalité sociale et économique marquée. Alors forcément, pour beaucoup, l'émigration sportive est un rêve afin d'échapper à leur situation sociale. Les footballeurs, conscients de cette réalité, switchent entre deux masques, celui de patriote algérien et celui de l'immigré intégré. Pour certains, alors que la guerre fait rage depuis 1954 en Algérie, ils sont appelés sous les drapeaux pendant quelques temps, bénéficient alors d'une instruction militaire tout en continuant à s'entraîner à haut niveau. Les présidents de clubs négocient pour que leur conscription soit proche de leur équipe et ils ont de nombreuses permissions de sortie. Tout le monde y est gagnant. Les footballeurs algériens échappent à la guerre d'Algérie et évitent la traîtrise absolue. De l'autre côté, la France peut afficher l'intégration idéale de ses stars algériennes. Mais c'est à ce moment-là que le Front de Libération Nationale algérien se décide à agir et s'approche des joueurs afin de créer en avril 58 cette fameuse équipe du FLN. Ok, je vois, mais alors comment va se passer la création de cette équipe? Et est-ce que tu peux me dire aussi quel est son objectif plus globalement? Eh bien, comme je te le disais, en avril 58, l'équipe du FLN naît par le biais d'un homme, Mohamed Boumezrag, un ancien footballeur qui a évolué en Algérie et en France et qui est devenu par la suite un membre actif du FLN. Il se met en relation avec le responsable de la Fédération de France du FLN et dès septembre 57, contacte les joueurs pour leur parler de son projet. Il finit par en convaincre 12 qui acceptent de tout quitter, leur situation et leur statut, pour vivre cette grande aventure. Le grand départ direction Tunis, fief du FLN, a lieu le 14 avril 57 et sera plus que périlleux, les fugitifs étant poursuivis par les journalistes et par les autorités. Sur les 12, ils ne seront que 10 à rallier Tunis pour mener à bien ce projet, et dès leur arrivée, une horde de reporters et de photographes les attendent au Majestic, le luxueux hôtel dans lequel ils séjournent. Car oui, c'est avant tout cela l'objectif de cette équipe du FLN, faire parler de la cause indépendantiste algérienne. Le FLN a bien conscience que l'internationalisation stratégique du conflit est obligatoire et que cette fuite de talent risque de faire jaser. Ça ne manque pas. L'équipe en fait sa une dès le lendemain et regrette naïvement l'absence de séparation entre sport et politique. France Football parle d'otage politique ou encore Paris Match qui consacre 4 pages sur ces vedettes du football devenus Félaga, combattants de l'Algérie indépendante. D'autant plus que cette annonce tombe à un moment particulier, juste avant la Coupe du Monde 58. Et cela fait réagir car cette situation oblige la France à se priver d'au moins deux de ses éléments forts. Tout d'abord, le taulier de la défense centrale, sur lequel compte fortement Albert Batteux, le sélectionneur français, Mustapha Zitouni. Le joueur de Monaco est un des meilleurs défenseurs centraux de son temps et sort d'une dernière sélection en équipe de France où il a muselé un certain Alfredo Di Stefano. Pas n'importe qui. L'autre joueur qui marque les esprits n'est autre que celui qui est encore aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Saint-Etienne et une légende du club, Rachid Mekloufi.
Couvé par Jean Snella, le coach stéphanois, avec lequel il a une relation particulière, il est à l'époque un espoir qui vient de remporter avec la France la Coupe du monde militaire en 57. Bref, l'équipe du FLN réussit à convaincre du lourd de rejoindre ses rangs et l'opinion publique est sous le choc. Ces joueurs se décident donc à quitter une vie où ils sont traités comme des rois pour devenir des fugitifs et revêtir le costume d'ambassadeur de la cause algérienne en formant l'équipe de l'indépendance. Ah oui, donc ces joueurs réalisent un vrai choix en rejoignant cette équipe. Et est-ce que tu peux me dire comment se passe concrètement la vie de cette équipe du FLN au début? Eh bien, tu imagines, au début, la situation est assez compliquée, au point que la Ligue nationale de football décide assez vite de suspendre les contrats des joueurs concernés et que la FFF alerte la FIFA afin d'exclure les joueurs et sanctionner les sélections qui accepteraient de jouer contre cette équipe. Pourtant, dès le mois de mai, le Maroc et la Tunisie affrontent bien lors d'un tournoi cette équipe du FLN. En réponse, la FIFA rejette les demandes d'affiliation des deux pays. L'équipe de l'indépendance part donc en tournée en Libye, pays déjà suspendu par la FIFA, pour continuer son aventure. Au retour, après 3 nouvelles victoires et avec un nouveau statut, ils font une pause pendant la Coupe du Monde 58, où ils écoutent à la radio la demi-finale de leurs anciens coéquipiers face au Brésil d'un tout jeune Pelé, une équipe de France où d'autres immigrés brillent. Ouais, c'est sûr qu'avec eux, on aurait peut-être eu notre première étoile plus tôt. Mais du coup, comment ils font pour continuer à jouer au foot si la FIFA empêche les sélections de les affronter? Et bah comme tu le dis, elle a du mal à trouver des adversaires partants pour prendre le risque de l'affronter. Même des alliés connus du FLN comme l'Égypte se refusent à perdre leur position si difficilement acquise auprès de la FIFA. Quand ils retournent au Maroc pour y jouer 6 matchs, ils apprennent au retour que la FIFA a suspendu de toute compétition internationale leur adversaire pour 1 an. En attendant, ils se contentent donc d'affronter des équipes en Tunisie afin de se maintenir à un bon niveau et faire progresser les équipes locales. Il leur faudra attendre début 59 avant de repartir en déplacement, direction la Jordanie où ils sont reçus dans des stades bondés. Pareil en Irak, puis enfin, une grande annonce. Ils partent 3 mois en tournée dans les pays de l'Est où la réputation de leur jeu attrayant les précède. Ils enchaînent les voyages fatigants et de premières défaites pointent le bout de leur nez. Cela ne les empêche évidemment pas de continuer. Oui, c'est sûr que l'enchaînement des déplacements ne doit pas aider. Et même lorsqu'il y a des avancées majeures au cours de la guerre, est-ce qu'ils continuent à voyager? Bah, t'as l'exemple en septembre 59, alors que le président français Charles de Gaulle ouvre la possibilité du droit des Algériens à l'autodétermination, un autre périple encore plus lointain s'annonce. Cette fois, c'est la Chine et le Vietnam, autre pays qui vient de remporter sa guerre d'indépendance, qui les attend désormais. L'opération séduction continue et permet aux joueurs de rencontrer des dirigeants de renom, comme Ho Chi Minh par exemple. Lorsqu'ils reviennent à Tunis au début de l'année 60, c'est la semaine des barricades à Alger où forces de l'ordre et partisans de l'Algérie française s'affrontent sans relâche. De leur côté, les joueurs se voient rejoindre par d'autres compatriotes, mais commencent à s'ennuyer sans grand challenge à relever. Cette année 1960 voit également la situation avec la France se tasser petit à petit, voyant des premiers pourparlers pour un cessez-le-feu avoir lieu à Melun, et l'ONU reconnaître en fin d'année le droit de l'Algérie à l'indépendance. En 1961, ils repartiront de nouveau dans les pays de l'Est, mais l'envie n'est plus la même. Ils sentent que la guerre touche à sa fin, ils s'entraînent moins et tournent en rond, même s'ils continuent à effectuer des déplacements comme la tournée traditionnelle en Libye. Le 5 juillet 62, l'indépendance algérienne est finalement proclamée et l'équipe du FLN est dissoute. Elle laissera une trace indélébile dans l'histoire algérienne en ayant participé à 83 matchs pour 57 victoires en 4 ans et traversé 14 pays pour se porter en tant que symbole de la cause algérienne. L'équipe de la liberté aura, selon les dires de Ferhat Abbas, président du groupement provisoire de la République algérienne, fait gagner 10 ans à la cause algérienne. Mais c'est surtout l'histoire d'hommes prêts à tout quitter pour une cause, à laisser les regrets d'une carrière sportive potentiellement brillante et un exemple de la politisation du sport, s'il en fallait un de plus. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tous à lire le livre de Stanislas Franck-Riel, Le football des immigrés, France-Algérie, une histoire en partage, qui est une véritable bible sur l'histoire de l'immigration algérienne par le biais du football. Eh bah écoute Bilal, merci beaucoup pour la reco, on n'y manquera pas. Très bel épisode de ta part, moi j'ai appris un paquet de choses et j'espère que c'est votre cas aussi. Quant à nous, on se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode de 11e art. Allez, ciao!